Hervé Lebras, bonjour. Bonjour. Vous êtes démographe et historien. Emmanuel Tell, bonjour. Vous êtes Bonjour. anthropologue et historien et vous publiez tous les deux aux éditions Seuil Le Mystère français, donc une analyse de l'évolution du pays durant les 30 dernières années. Vous expliquez que des structures anthropologiques et des croyances métaphysiques qu'on croyait disparues guident toujours les mutations sociales et économiques. Peut-être avant un mot sur les cartes. Je vais en dire du bien parce que c'est Hervé qui les a conçues et faites. Donc c'est plus facile pour moi d'essayer. C'est une cartographie complètement renouvelée qui ne part pas du cadre départemental, comme ça avait été le cas dans notre précédent bouquin, La mention de la France. Ça part des données pour les 36 000 communes, données qui sont lissées, et ce qui permet de faire apparaître des zones, et ça rend toutes sortes de choses possibles. C'est-à-dire, ça permet à la fois d'observer des effets urbains spécifiques autour des grandes agglomérations, de les confronter à l'œil directement avec des effets de culture régionale plus diffus. Comme les cartes font apparaître des espèces de lignes de niveau, il y a des moments où pratiquement on voit le mouvement des choses sur la carte. Moi, j'étais très frappé, Hervé produisait des cartes du Front National, et sur ces cartes, une seule carte, avec si on a un peu une connaissance des reliefs de la France, sur cette carte, je voyais le mouvement vers l'ouest, dans les plaines du Front National. C'est vraiment, et c'est ces cartes, et quand j'ai vu Hervé avec ces cartes au bistrot, que j'ai dit, il faut faire un livre avec ça, c'est quand même... cela dit, les résultats qu'on a eus avec ces cartes ne sont pas ceux qu'on attendait. C'est ça la recherche. Il est technique, le concept de catholicisme. Il s'agit vraiment d'essayer d'avoir dans une formule, de faire comprendre, vous vous rappelez, que le catholicisme n'existe plus en tant que religion pratiquée par les populations. La pratique religieuse, la messe dominicale est maintenant tout à fait insignifiante en France. Je laisse chacun libre de penser est-ce que ça veut dire que les gens ne croient plus en Dieu ou est-ce qu'ils y croient sans aller à la messe. Mais donc la religion en tant que système métaphysique ou métaphysico-social est mort. Mais par contre, ce qu'on a constaté, et ça c'était une immense surprise, c'est de voir dans les niveaux éducatifs atteints, dans les taux de chômage plus faibles en zone catholique, dans un certain type d'adaptation industrielle, dans les comportements au travail des femmes, travail à temps partiel, de voir la permanence de ce catholicisme. Donc on a un catholicisme qui est mort métaphysiquement et vivant socialement, d'où le concept de zombie. On trouve justement dans les particularités du catholicisme, ça même jusqu'à une influence économique, c'est-à-dire que les régions catholiques sont des régions qui ont été plus éloignées, pas simplement périphériques en termes physiques du terme, mais aussi qui ont été plus résistantes ou plus réservées par rapport au pouvoir central, et donc qui ont connu une organisation plus autonome. Et on voit qu'il y a une certaine forme de petite industrie ou de petite et moyenne industrie qui est bien adaptée justement à cette relative autonomie. Vous connaissez comme moi, c'est le Choletais dans le nord-est de la Vendée, c'est dans le Morbihan la partie qui est autour de la Gacilly. Donc là, il y a aussi des recettes et justement l'espèce de désespérance homogène qu'on trouve dans les médias français actuellement n'est pas capable de distinguer qu'il y a ces pôles, bien sûr. Emmanuel a totalement raison, c'est pas ça qui va nous sortir de la mouise. Mais il faut aussi que peut-être justement l'État central parisien, non seulement effectue sa mutation, mais se dise il y a des idées à prendre et il y a des phénomènes à encourager ou peut-être même à essaimer. C'est des cartes qui sont faites à la même échelle et qui font peur, et qu'on a mis là pour aider à une prise de conscience. Mais il ne faut pas dramatiser. Je veux dire, le passage à la société post-industrielle n'est pas illégitime. Quand on a des gains de productivité, on n'a pas à garder tout le monde dans le secteur secondaire, de même qu'on n'a pas eu à garder tout le monde dans le secteur primaire, dans le secteur agricole. Donc la carte est là pour faire peur, nous sommes ravis qu'elle fasse peur, mais je veux dire, elle n'est pas là pour que le lecteur se suicide. On a fait que ça tout au cours de notre histoire, on a refait notre retard économique, donc je pense qu'on devrait y arriver, c'est quand même pas un truc impossible. Et, il faut faire attention que justement, là, ce que ça veut dire, c'est que les questions économiques sont sans doute plus maîtrisables que les questions de mœurs, et la France, justement, a une très grande richesse dans ses mœurs, dans sa diversité, dans ses capacités, quand je parlais de l'autonomie de certaines industries. Donc, bon, ne soyons quand même pas trop pessimistes, simplement, il faudra bouger les choses.
l'une des choses que la France va faire et que les autres pays ne peuvent pas faire, la France n'est jamais en tête sur le plan économique, mais depuis le début, elle est en tête dans la dimension de l'universel. Oui. Et elle va le rester. Et c'est pour ça que je dis que la France ça va être le pays où tous les gens de toutes origines religieuses, de toutes origines raciales, comme on dit autrefois, vont fusionner et probablement fabriquer un peuple dont on n'a même pas idée de à quoi il ressemblera sur le plan... je dirais sur le plan physique. Et je me suis perdu dans la suite de la réponse, tellement exalté. Je suis tellement... Me disant, mon pays merveilleux, je ne sais plus ce que je voulais dire après. Quelle était la question? Sur l'immigration. Sur l'immigration. Bon, donc nous avons effectivement la suite de la réponse était importante. Donc ça reste vrai. Les taux de mariage mixte restent élevés, et plus élevés que partout ailleurs, y compris, peut-être même surtout pour les populations d'origine africaine. Mais on constate par rapport à la précédente grande enquête comparable qu'on a utilisée, c'est-à-dire de 92, il y a eu une pause, c'est-à-dire qu'il n'y a pas, on n'a pas vu d'accélération du mariage mixte pour les populations d'origine maghrébine. Et Hervé a fait une étude cartographique tout à fait saisissante de ce qui s'est passé, c'est-à-dire qu'il a constaté une tendance, je te laisse parler. Oh, oui, enfin, non, c'est-à-dire qu'il y a une tendance, notamment des populations maghrébines, à rester sur place. Et la conséquence de cela est que les populations maghrébines sont plutôt dans les zones urbaines, même si elles ne sont pas au centre même des grandes villes, elles sont tout à fait à proximité, parce que les grandes villes offrent une stratification sociale beaucoup plus importante, donc permettent à des personnes d'entrer par le bas de la société. Mais elles entrent par le bas, mais elles sont dans une position stratégique. Et on a osé, avec l'accord que j'ai obtenu d'Emmanuel, on a osé comparer leur situation à la situation qui était celle de populations juives au XVIIe et au XVIIIe siècle, qui, condamnées à être urbaines, sont entrées dans des métiers à fort potentiel intellectuel et ont acquis une position importante dans la société. Et si j'ai un pari à faire, c'est que dans une génération, c'est sans doute ce mouvement auquel on assistera, et peut-être même à un retournement de la xénophobie. Ce qu'on reprochera aux Maghrébins, c'est pas d'être inassimilable, mais c'est d'être trop assimilable, c'est-à-dire d'avoir trop réussi. Je vais vous donner un exemple typique d'un État qui peut être machiavélique en matière de migration. C'est le Canada. Le Canada, vous le savez, reçoit une immigration de haut niveau, de haut potentiel, parce qu'il y a un système de points pour accepter les immigrants. Et ce système de points accorde une grande importance au diplôme et au fait de parler le français ou l'anglais. C'est ce qu'on appelle la prédation démographique. Absolument. Mais une fois que les étrangers, mettons une fois qu'un Congolais ou bien un Ukrainien est arrivé au Canada, grâce à son diplôme, les Canadiens ne reconnaissent pas les diplômes étrangers, ou très peu d'entre eux. C'est pour ça qu'il y a une blague au Canada. On demande quel est le meilleur lieu pour accoucher au Canada, et la réponse c'est dans un taxi, parce que le chauffeur sera un étranger qui est un excellent accoucheur. Bon. Et quel est le calcul des Canadiens là-dedans? Il n'est pas avoué, mais il est sous-entendu, c'est que ces étrangers qui ont un gros capital, leurs enfants l'auront aussi, et leurs enfants, en plus de ça, auront la niaque pour monter dans l'échelle sociale. Et effectivement, au Canada, les enfants d'immigrés réussissent beaucoup mieux que les enfants de parents nés au Canada dans leurs études. Si vous posez la question maintenant, je parlerai aussi d'une droitisation du gouvernement. Hein. C'est-à-dire la contradiction ça est en train, la contradiction est en train de se résoudre d'elle-même, oui, puisqu'il apparaît très rapidement que c'est difficile de définir l'action du Parti socialiste comme une action de gauche. Mais vas-y Hervé. Non, mais vous connaissez le jeu de taquet. Hein, c'est quand on pousse un petit carré, puis le carré suivant est poussé, et ainsi de suite. C'est ce qui s'est produit
avec la politique en France. Et donc je suis tout à fait d'accord avec la remarque d'Emmanuel, même s'il pense que je ne suis pas d'accord. Mais parce que ce qui s'est produit a été déclenché par l'UMP, par Sarkozy, en droitisant et en extrême droitisant le discours de... Et puis d'ailleurs la pratique de l'UMP avec son cher ministre Guéant. Du coup, en glissant vers la droite et pratiquement même l'extrême droite dans certains cas, la droite, l'UMP, a libéré un espace au centre. Et dans cet espace, le Parti socialiste a glissé. Il a d'abord glissé électoralement parce qu'on dit droitisation de l'électorat. Oui, sans doute un peu, c'est difficile à apprécier. Mais droitisation des partis politiques, oui. Pour nous, il y a deux grands facteurs. Il y a d'abord le truc évident en sciences politiques, c'est le vieillissement du corps électoral. C'est-à-dire, il est avéré qu'avec l'âge, statistiquement, les gens glissent à droite, les populations, grâce au progrès d'ailleurs, largement de la médecine, c'est du positif qui produit du négatif, sont de plus en plus âgés, donc il y a mécaniquement un effet conservatisme. Puis il y a de plus en plus de patrimoine. Voilà. Il y a un autre effet qu'on étudie à travers la stratification éducative, c'est-à-dire que ce qui donnait une dimension de gauche à toute la politique, même quand la droite était tout le temps au pouvoir, sous les gaullistes par exemple, c'est qu'on était dans une société dans laquelle, bon, il y avait une petite minorité d'éduqués supérieurs en haut, et puis il y avait une large base de gens qui avaient juste une instruction primaire ou qui cherchaient à progresser et qui avaient en ligne de mire les dominants culturels, les privilégiés, et qui étaient dans une aspiration à les émuler, à les contester. Une société qui regardait vers le haut, contre le haut, et puis vers l'avenir. Et là, maintenant, paradoxe, progrès énorme de l'éducation. Je veux dire, dans les jeunes générations, maintenant, le groupe le plus nombreux chez les moins de 35 ans, c'est les jeunes qui ont eu une éducation supérieure. Et puis, il y a une grosse catégorie moyenne de gens qui ont une éducation technique qui n'est nullement négligeable, comme voudraient le faire croire les gens qui ont une sorte de mépris a priori des éducations techniques et des activités manuelles. Et puis en bas, c'est vrai, il y a un groupe de 10-12% de gens, on peut prendre les sans diplôme, on peut prendre les difficultés de lecture, de gens qui sont calés en bas. Et maintenant, la société est une société qui regarde vers le bas. C'est-à-dire les nombres de diplômés ont arrêté d'augmenter dans la génération. Il y a une stagnation à un niveau élevé. Et maintenant, la société est plutôt dans la peur de retomber. Donc avant, elle regardait et contestait les gens du haut, et maintenant, elle a peur de retomber dans les 10-12% inférieurs. Et ça, c'est tout à fait inconscient comme processus, mais ça pèse lourdement dans le sens d'une droitisation, je veux dire, quel que soit le parti au pouvoir. Si la peur fondamentale, c'est de retomber, c'est qu'on regarde vers l'arrière, on n'est plus dans une dynamique de gauche.